Autrefois, la pêche en mer et dans les eaux continentales africaines était productive. Des captures de poissons en milieu naturel pouvaient couvrir la demande de la population. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un déclin progressif de la production halieutique sur le plan mondial. Ce fléau touche aussi le continent africain où la diminution des ressources halieutiques peut être aggravée par plusieurs autres raisons selon les zones géographiques. En République démocratique du Congo, c'est surtout l'inefficacité de la régulation et du contrôle de la pêche qui amplifie la réduction de la productivité des lacs, des fleuves et des rivières. D'autre part, dans certaines zones de pêche, comme celle du lac Édouard, les outils de production manquent d'entretien à cause du faible revenu et d'une formation souvent insuffisante des pêcheurs. Tout cela rend la pêche peu productive. Globalement, la production de poissons en RDC était estimée en 2006 à 250 000 tonnes pour une demande d'environ 800 000 tonnes. Les opérateurs économiques ont donc essayé de combler ce déficit par des importations massives de poissons vers les grandes villes. Malheureusement, la pénurie est restée criante dans les zones rurales, comme celle du Nord Kivu, à cause de son enclavement ou d'une rentabilité moindre pour les importations. Le Nord Kivu est une région montagneuse, caractérisée par un climat équatorial d'altitude avec une température moyenne comprise entre 16 et 23 degrés. La pluviométrie y est abondante. Grâce aux divers microclimats liés à l'altitude, elle renferme d'énormes potentialités agricoles. Mais à cause d'un relief très accidenté, une grande partie des terres est pauvre ou impropre à une agriculture de haut rendement. C'est aussi une région fortement peuplée, avec une densité estimée à plus de 250 habitants au kilomètre carré. Elle a un taux d'accroissement démographique supérieur à 3,3% par an. Cette pression démographique est actuellement plus importante dans certaines zones rurales et certaines villes comme celles de Butembo et de Beni. Depuis 1994, ces deux villes accueillent de nombreux déplacés et réfugiés. Ceux-ci ont fui les guerres incessantes qui déstabilisent la région des Grands Lacs. Cet exode massif a entraîné une augmentation d'environ 300% du nombre d'habitants dans la ville de Butembo en moins de 10 ans, avec une dérégulation tant sur le plan de l'occupation spatiale que sur le contexte socio-économique, ce qui se traduit par une aggravation de l'insécurité alimentaire. La présence des groupements armés dans les zones rurales oblige la population agricole à abandonner ses champs, se retrouvant ainsi errante toute la journée dans les villes dans une recherche vaine de vacations saisonnières. Dans certains cas, des centres d'accueil pour déplacés et des habitations de fortune chevauchent une grande partie de la zone périurbaine autrefois réservée à l'agriculture de subsistance. Autrefois reconnu comme grenier de l'Est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu connaît actuellement une insuffisance alimentaire généralisée avec un taux de malnutrition aigu supérieur à 25% dans certains villages ou villes. Dans les rares centres s'occupant des maladies nutritionnelles, comme le centre de diététique Seruto à Butembo, on rencontre un nombre important d'enfants souffrant de kwashiorkor ou de malnutrition sévère.
nécessitant à la fois une hospitalisation de longue durée et une formation des parents en matière de diététique. De nombreuses ONG se sont mobilisées pour trouver des solutions appropriées afin de réduire à court terme cette insécurité alimentaire. Face à une telle situation, il est primordial de rechercher des solutions durables qui peuvent être adoptées facilement par les populations locales et ainsi impulser une nouvelle dynamique de production alimentaire. Et dans la province orientale, le commandant du bataillon FRDC basé à Bafouassendé dénonce les recrutements d'enfants. Nous pensons que la pisciculture est une des solutions efficaces pour améliorer la production alimentaire dans le contexte spécifique du Nord Kivu, car elle peut être intégrée dans les systèmes agricoles locaux. Son relief vallonné comprend un réseau important de fonds de vallée avec des terres marécageuses qui sont impropres à l'agriculture traditionnelle et à l'élevage du bétail, mais qui peuvent être valorisées par la pisciculture. On y rencontre déjà quelques fermes piscicoles extensives, mais leur rendement est encore très faible, à cause principalement d'un manque de connaissance des techniques piscicoles chez les animateurs locaux ainsi que chez les pisciculteurs paysans. Les étangs y sont souvent mal entretenus et certains se retrouvent même à l'abandon. Actuellement, d'autres contraintes viennent limiter le développement de la pisciculture au Nord Kivu. L'absence de stations d'alvinage, pouvant fournir des alevins de bonne qualité, est un frein réel. Mais aussi les énormes difficultés rencontrées par les fermiers pour acquérir les aliments appropriés. Ils utilisent le plus souvent des sous-produits végétaux comme le son de riz et le tourteau palmiste qui sont de faible valeur nutritive. Dans ces conditions difficiles, la production des fermes piscicoles du Nord Kivu ne peut pas encore combler le déficit dû à la diminution des produits halieutiques des lacs Édouard et Albert. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le marché de Butembo, le prix moyen du poisson frais, comme le tilapia, est compris entre 2,50 € et 3 € du kilo. Celui du poisson salé est presque 2 fois plus cher, alors que le revenu mensuel moyen des habitants est inférieur à 30 €. Dans les zones rurales éloignées des lacs, le prix du poisson est encore plus élevé pour un revenu mensuel encore plus faible. La seule solution pour augmenter l'approvisionnement en poissons, c'est de réussir l'intégration de la pisciculture aux systèmes agricoles locaux. Pour y arriver, il faut former des spécialistes, ce qui permettra la mise en place des outils technologiques. Cela stimulera une nouvelle dynamique appropriée aux conditions locales. Face à cette problématique, les chercheurs de l'Université catholique du Graben à Butembo et ceux de l'Université de Namur, en collaboration avec l'Université de Liège, ont élaboré grâce à un soutien financier belge de la Commission universitaire pour le développement, un projet de création d'un centre de recherche appliquée et de développement dans le domaine agro-piscicole, le centre CEFORDA. Un des partenaires et promoteur principal du projet, le professeur Patrick Questemont de l'Université de Namur, nous donne les différents axes de ce projet. Alors, un des axes de recherche du projet est justement d'essayer de sélectionner des souches de tilapia qui sont particulièrement adaptées à ces conditions de basse température, à la fois au niveau de leur croissance et de leur reproduction. Un autre axe vise à valoriser les sous-produits agricoles locaux, donc présents au Nord Kivu, afin d'élaborer des aliments qui sont adaptés à la croissance de poissons tels que le tilapia ou le poisson-chat africain. Alors à cela s'ajoutent également d'autres objectifs tels que la formation en pisciculture pour les cadres et la production d'outils de vulgarisation à destination des producteurs.
3 points importants sont à considérer lorsqu'on veut installer une pisciculture. Tout d'abord, les caractéristiques topographiques du milieu. Donc on va privilégier des vallées en forme de U, à pente faible, ce qui nous permettra d'installer de grands étangs. Alors, le deuxième point important, la nature du sol. Celui-ci doit être le plus imperméable possible. Et donc on va privilégier des sols argileux ou argilo-limoneux. Et enfin, un point très important à considérer, c'est le débit de la rivière qui traverse la vallée où on veut installer cette pisciculture. On doit être certain d'approvisionner en eau la pisciculture tout au long de l'année et particulièrement en saison sèche. Une des premières tâches à réaliser pour démarrer une station agro-piscicole, c'est de choisir un bon site. Cela exige de trouver des terrains qui offrent des possibilités d'approvisionnement en eau. Les fonds de vallée marécageux du Nord Kivu sont à ce niveau intéressants. Il sera important d'obtenir des données aussi précises que possible sur les variations saisonnières du débit de la rivière, du ruisseau ou de la nappe phréatique qui servira à l'exploitation piscicole. Ces mesures de débit seront donc effectuées avant la sélection définitive du site à exploiter. Dans les zones montagneuses du Nord Kivu, les vallées sont soit encaissées en V, soit élargies en U. Leurs caractéristiques édaphiques, l'inclinaison des flancs et leur superficie ainsi qu'une description topographique du terrain vont nous permettre de déterminer le type d'étang à aménager. Le relevé topographique est d'une importance capitale car il permet d'établir la cartographie nécessaire à l'élaboration du plan général de construction de toutes les infrastructures piscicoles à ériger. Ce relevé permet aussi une meilleure connaissance du dénivellement du terrain en vue d'une bonne orientation des emplacements des assiettes piscicoles. Dans une vallée en U, d'une largeur de plus de 100 mètres, comme ici, il est recommandé d'y construire des étangs de dérivation. Ces étangs permettent une meilleure gestion des activités piscicoles et assurent aussi une meilleure qualité de l'eau. Si par contre l'on rencontre un fond de vallée d'une largeur qui se situe entre 50 et 100 mètres, des étangs de barrage peuvent convenir. Cette disposition en barrage reste toutefois une situation peu souhaitable en pisciculture, car la gestion de ces étangs reste délicate suite aux fortes variations du débit de l'eau qui y pénètre. Une vallée en V, profonde, escarpée et étroite, n'offre pas assez d'espace pour la création d'étangs, ce qui rend une exploitation piscicole non rentable. Pour la création de notre station piscicole, nous avons choisi sur une concession de l'Université catholique du Graben une vallée alimentée par 2 ruisseaux dont le débit ne se modifie pas beaucoup en saison sèche. Cette vallée est élargie en aval et encaissée en amont de ces 2 cours d'eau, ce qui permet l'aménagement des étangs de dérivation et de barrage. Quel que soit le type d'aménagement choisi, la construction d'un étang commence toujours par le creusement d'un canal de dérivation. Il permet de dérouter le cours d'eau en vue d'assécher la vallée et permettre les travaux de terrassement. Dans la vallée choisie par le Seforda, les 2 ruisseaux ont été déviés de leur parcours habituel de façon définitive. Chacune de ces dérivations est transformée en canal d'alimentation en eau. 24 étangs ont été aménagés pour le ruisseau situé à l'est de la vallée et 8 autres sur le ruisseau situé à l'ouest. Pour chaque étang, une prise d'eau est connectée au canal d'alimentation. L'aménagement d'un étang commence par son terrassement dans le fond de la vallée. La terre est déposée dans la partie la plus basse de l'assiette de l'étang, soit le long de l'ancien lit du ruisseau. L'objectif est de réaliser une digue d'une largeur de 2,50 m. Pour creuser l'assiette et construire les digues, les travaux doivent être menés de manière à assurer autant que possible un équilibre entre déblai et remblai, et ainsi limiter les besoins ou les excédents en terre.
En raison de la forte inclinaison du flanc est et de la nature très marécageuse des terres, des étangs de dérivation endigués ont été créés le long du ruisseau est de la vallée. Le creusement n'a été possible que sur une profondeur de 30 à 40 cm pour une digue d'une hauteur optimale d'1,20 m. Pour atteindre cette hauteur, la terre a été extraite du flanc de la vallée. Elle a ensuite été damée intensément afin d'éviter les infiltrations d'eau. Nous avons eu recours à une main-d'œuvre importante car les rares engins mécanisés dans la région ne pouvaient pas accéder à l'endroit à aménager. Selon la nature du sol, de la glaise a été ajoutée à la partie centrale de la digue ou des berges pour en améliorer l'étanchéité. Dans la partie en aval du ruisseau ouest de la vallée, nous avons créé des étangs de dérivation creusés, car le terrain plat et le sol argilo-sablonneux permettaient de réaliser un terrassement plus profond. Après la réalisation de la digue, le reste des terres déblayées de l'assiette était déposé sur les 4 berges de l'étang. Le déblaiement plus important de terre pour ce type d'étang creusé exige aussi une main-d'œuvre importante. Mais il permet à long terme une réduction des frais d'entretien car les fissures dans les berges et digues sont moins fréquentes. Pour chaque étang, une structure cimentée appelée moine a été construite dans le creux de la digue au point le plus bas de l'étang. À l'intérieur de cette colonne, il y a une double rampe faite de planchettes amovibles et dans laquelle on tasse de la glaise pour assurer l'étanchéité du système. Ainsi, la manipulation de la hauteur de cette rampe permet l'évacuation et le réglage du niveau d'eau de l'étang. À la sortie du tuyau d'évacuation, nous avons aménagé une pêcherie pour permettre les futures collectes de poissons. Chaque pêcherie est aménagée dans l'ancien lit du ruisseau qui sert ainsi de canal d'évacuation pour tous les étangs en dérivation. Afin de valoriser les parties encaissées de la vallée mises à notre disposition, 3 étangs de barrage ont été construits en amont de chacun des 2 ruisseaux. Leur création se réalise par une extraction de la terre sur les 2 flancs de la vallée. Là où la vallée est la plus étroite, on dépose la terre perpendiculairement aux 2 lignes des flancs afin de constituer une digue. Cette terre est ensuite tassée fermement, comme dans le cas des étangs de dérivation. À la fin des travaux, les ruisseaux retrouvent leur lit habituel qui passe par le milieu des étangs. Pour évacuer l'excès d'eau en cas de crue et d'érosion qui en résulterait, un déversoir a été construit sur un côté de la digue de chaque étang de barrage. La maîtrise de l'intensification de la production piscicole se fait actuellement hors sol, dans des infrastructures diversifiées. Elle se réalise dans des bassins de dimensions variables, construits en béton ou dans des matériaux comme le PVC. Un premier module composé de 13 bassins en béton fonctionne en circuit ouvert. L'autre module, comprenant 12 bassins en PVC, est basé sur un système en circuit fermé. Le circuit ouvert est alimenté en eau par gravité. Un étang de barrage situé à 200 mètres du bâtiment lui fournit l'eau nécessaire. À chaque point d'alimentation en eau, on place un filtre mécanique. Ce filtre retient les particules en suspension dans la tuyauterie qui relie le circuit ouvert à un étang via une citerne de stockage.
Cette technique permet un meilleur contrôle des poissons tout en disposant de la même qualité physico-chimique de l'eau que celle utilisée pour les poissons qui vivent en étang. Le circuit fermé, lui, permet une économie d'eau, mais sa qualité doit être proche de celle de l'eau potable. On a donc construit à l'extérieur du bâtiment une citerne en vue de connecter le circuit fermé au réseau de distribution d'eau de la cité universitaire. La connexion entre cette citerne et le bac de charge du circuit fermé se fait par gravité. Et la circulation de l'eau dans le système fonctionne à l'aide d'une pompe. Dans les bassins d'élevage, des particules constituées des déchets métaboliques et des refus d'aliments s'accumulent dans l'eau. Afin de recycler cette eau, on utilise une série de filtres mécaniques et biologiques. Les filtres mécaniques retiennent les particules en suspension grâce à une série de compartiments qui contiennent des bioballes, de la mousse et des pierres de lave. Les filtres biologiques régulent la qualité physico-chimique de l'eau, en assurant les processus de nitrification, c'est-à-dire la transformation de l'ammoniac, très toxique, en nitrate. Dans un circuit fermé, on applique en général des densités de stockage plus élevées, comparativement à l'élevage en circuit ouvert ou en étang. Mais actuellement, le CEFORDA n'utilise son circuit fermé qu'à des fins de recherche sur l'alvinage et la croissance. Les essais sur la densité de stockage sont réalisés en étang, dans des conditions proches de celles des étangs des zones rurales du Nord Kivu. Une rétrospective rapide permet de se rendre compte que des infrastructures piscicoles diversifiées ont été rassemblées par le CEFORDA en peu de temps. Ces infrastructures permettent au projet d'assurer la production d'alevins et le stockage des géniteurs nécessaires à la sélection de techniques piscicoles rationnelles appropriées aux conditions locales. La particularité de la station agro-piscicole CEFORDA est d'associer la production piscicole à l'élevage de petits animaux tels que les lapins. Leur crotte constitue un des ingrédients de base à la mise en place de la fumure organique, qui est la première phase à réaliser en vue de l'exploitation d'un étang. En raison d'une forte humidité associée à une température assez basse, il n'a pas été possible de réaliser l'élevage des lapins de manière rentable au-dessus des étangs. Un clapier semi-clos a été construit le long du mur du bâtiment abritant les bassins hors sol. Chaque matin, on procède à la collecte des crottes de lapins ainsi que des restes de fourrage. Le mélange est versé en couches homogènes dans une fosse à compost. Le purin est recueilli dans une fosse attenante au clapier. Il est ensuite aspergé sur le mélange crotte-fourrage. On recouvre le tout d'une bâche pour d'une part éviter la dilution du compost par les eaux de pluie et d'autre part pour accélérer la température de fermentation et la décomposition anaérobique. En effet, en haute altitude, un pré-compostage est nécessaire pour accélérer la décomposition de la matière organique, car la température de l'eau est faible. Cette phase d'ensilage dure 10 à 12 jours avant la mise en étang. Parallèlement à la préparation de ce type de pré-compost, un autre ensilage, constitué de parches de café et de fanes de lupin ou de haricots, est réalisé dans une autre fosse en vue d'augmenter la matière sèche lors de la constitution finale de la compostière en étang. Pour la mise en place proprement dite de la fumure organique,
Les deux types de pré-compost sont mis dans un enclos préalablement construit dans un coin de l'étang. La forme de cet enclos est variable, mais sa superficie doit représenter 5 à 10% de l'étang. On emploie un bois résistant à l'eau, comme le bois de quinquina, car il permet de réduire les frais d'entretien de l'enclos. Son coût d'installation se voit amorti par un usage plus long en comparaison avec les autres matériaux tels que le bambou ou l'eucalyptus. La constitution de la compostière en étang se fait par couches homogènes de deux types d'ensilage. Crottes de lapin, parches de café et fanes de lupin ou autres types de matériel végétal. Ces couches doivent être alternées et légèrement tassées. La quantité finale de fumure organique est variable selon la richesse en matière sèche et azotée du fumier de base. En général, on apporte de 50 à 150 kg de matière sèche par hectare et par jour, selon la nature du fertilisant. La productivité planctonique et la croissance des poissons qui en résultent est fonction du type de fertilisation. En matière d'efficacité des fumiers, on considère l'ordre suivant. Fiente de poule, puis fiente des autres espèces avicoles, ensuite lisier de porc, crottes de lapin et des autres petits ruminants, et finalement bouse des bovidés et crottins de cheval. Cet ordre est basé sur des rapports azote-phosphore plus ou moins adéquats. L'herbe ou les déchets de cuisine en décomposition complètent le compostage de manière utile, surtout lors de déficits en fumier d'origine animale. 4 à 5 jours après la construction de la compostière, l'étang est rempli d'eau en vue de son empoisonnement. Une petite retenue d'eau créée dans le canal général d'alimentation à l'aide d'une planchette permet la déviation de l'eau dans le tuyau desservant chaque étang. À l'entrée de ce tuyau, on place une mousse filtrante ou une crépine afin de retenir le maximum de grosses particules en suspension. À cause de la nature argileuse du sol au Nord Kivu, le début de remplissage doit être lent pour permettre une sédimentation progressive. Le niveau d'eau souhaité est réglé à l'aide des planchettes du moine. Le remplissage s'effectue 2 semaines avant l'empoisonnement afin d'accélérer la décomposition de la matière organique et ainsi stimuler la production suffisante de phyto- et zooplancton, aliments naturels nécessaires aux poissons. La production de zooplancton doit être adaptée à la biomasse des poissons à mettre en étang. L'augmentation des aliments naturels présents dans l'eau se traduit par une couleur verdâtre de l'eau qui va en s'accentuant. Le contrôle de cette production peut être vérifié par un comptage régulier de la densité en phyto- et zooplancton. Au besoin, une charge supplémentaire de compost est ajoutée en fonction du rapport azote-phosphore présent dans l'eau. Il est important de contrôler la qualité physico-chimique de l'eau 2 à 3 fois avant l'empoisonnement. La température, le niveau d'oxygène dissous et le pH sont contrôlés quotidiennement, tandis que la turbidité et les concentrations en nitrite et ammoniac le sont 2 fois par semaine. Lorsque la qualité physico-chimique de l'eau et la production de nourriture naturelle sont optimisées, l'étang est prêt à recevoir les poissons. C'est alors que l'on regroupe les alevins de 2 à 3 grammes produits dans les étangs de reproduction afin d'en apprécier l'homogénéité. Ces alevins sont stockés pendant quelques jours dans des cages flottantes. La qualité de l'eau doit y être proche de celle du milieu de production et de celle de l'étang à exploiter.
Le jour de la mise en charge, les alevins sont pesés en vue de déterminer la biomasse nécessaire pour la superficie de chaque étang à exploiter. La densité de poissons que l'on va déverser dans l'étang est déterminée par les caractéristiques biologiques de l'espèce choisie, comme le poids des alevins, leur comportement, mais aussi le niveau de supplémentation alimentaire et l'objectif économique souhaité. Sans apport d'aliments autre que celui de l'étang, comme c'est le cas en pisciculture extensive en RDC, il ne faut pas dépasser une densité de 2 alevins de tilapia au mètre carré. Dans les conditions d'exploitation semi-intensive, comme à la station Seforda, la densité est d'environ 4 alevins au mètre carré et peut aller jusqu'à 10 alevins selon le niveau et la qualité du rationnement. Au cours de l'étape d'empoisonnement, les alevins, sensibles au stress, sont manipulés avec beaucoup de précautions afin de réduire la mortalité. Leur déversement en étang se fait par un mélange minutieux de l'eau du récipient de transfert à celle de l'étang d'élevage jusqu'à ce qu'il soit libre de nager. Après l'empoisonnement, on procède régulièrement au contrôle de la croissance des poissons. Ces contrôles permettent de veiller à l'équilibre entre l'augmentation de la biomasse et la capacité maximale de charge de l'étang. Si la biomasse devient trop importante, il faut effectuer une récolte partielle au filet de seine et transférer les poissons récoltés dans un autre étang. Il faut savoir qu'au-delà de la capacité maximale de charge d'un étang, la vitesse de croissance du poisson devient nulle. Avoir trop de poissons génère aussi trop de déchets que le milieu naturel d'un étang ne peut éliminer. Cela entraîne une détérioration de la qualité physico-chimique de l'eau et affecte négativement la croissance des poissons. Le temps nécessaire pour atteindre la taille commerciale dépend de l'espèce de poisson élevé et des conditions climatiques du milieu. Pour le tilapia, il faut de 8 à 10 mois pour produire des poissons de 250 à 500 grammes dans les zones tropicales chaudes. Dans les zones de haute altitude du Nord Kivu, on a besoin de 14 à 16 mois. Une vidange complète des étangs est réalisée annuellement pour quantifier la production des poissons. Une vidange complète peut aussi être réalisée lors de réparations aux berges ou aux digues ou lorsqu'un curage est nécessaire suite à une trop grande accumulation de limon sur le fond de l'étang. En général, l'étang est pourvu d'une pêcherie de dimension équivalente à la capacité de charge. Si cela n'est pas possible, on applique un filet de pêche à la sortie du tuyau d'évacuation. La maîtrise des techniques de gestion piscicole des étangs est indispensable pour optimiser la production piscicole en RDC, car c'est le seul type de pisciculture susceptible d'être intégré à moindre coût aux systèmes agricoles locaux. Aussi, sans une gestion piscicole efficace, les frais investis pour l'apport d'un complément alimentaire et l'utilisation des souches améliorées ne peuvent pas permettre un bon rendement piscicole. La farine de poisson est jusqu'à ce jour la meilleure source de protéines utilisée en production piscicole. Dans les pays pauvres, un tel aliment est inaccessible pour les pisciculteurs. Des ingrédients végétaux comme les farines de haricots, de soja ou de maïs peuvent servir, mais ne sont pas recommandés dans le contexte actuel de crise alimentaire généralisée en Afrique. Leur production étant insuffisante, la priorité est donnée pour nourrir les populations. Pour remplacer la farine de poisson, le projet Seforda produit dans sa station des graines fourragères de luzerne et de lupin.
Ces graines sont associées au tourteau de tournesol qui provient des cultures paysannes. Ce mélange riche en protéines est complété par des ingrédients riches en hydrates de carbone comme du son de riz, de la farine basse de maïs ou du son de froment. On soumet le mélange à une torréfaction ou à l'hydrocuisson pour en réduire la teneur en tanins et en acide phytique, substance qui altère la qualité nutritive de l'aliment. Après la torréfaction, le mélange est homogénéisé. On y ajoute ensuite un complément en lipides, en minéraux et en vitamines, selon les besoins nutritionnels de l'espèce de poisson à nourrir. À défaut d'huile de poisson, le Seforda utilise l'huile de palme produite localement. Cette huile pauvre en acide polyinsaturé est mélangée à une huile plus riche, l'huile de tournesol, qui est fabriquée à la station. Le tout est humidifié pour permettre le moulage et le passage dans la boudineuse. Les boudins obtenus sont séchés à l'air sous ventilation, puis découpés pour obtenir des granulés. Pour les poissons en étang, ces granulés sont distribués en un seul repas. Pour les poissons en bassin hors sol, en 2 ou 3 repas. Pour obtenir cet aliment de substitution, le projet a mené des recherches expérimentales afin de déterminer les meilleures proportions possibles pour chaque ingrédient végétal destiné à nourrir des juvéniles de tilapia. Pour obtenir 1 kg d'aliments, on mélange 390 g de farine de graines de lupin avec 310 g de farine de tourteau de tournesol, 80 g de farine de sang et 220 g de farine d'autres ingrédients tels la farine de son de riz ou l'huile de tournesol. On ajoute à ce mélange un supplément minéralo-vitaminé et l'ensemble s'est avéré efficace pour une croissance optimale chez le tilapia. La composition d'une telle ration a été établie sur base de la valeur nutritive de chaque ingrédient. Faire le choix d'une espèce ou d'une souche de poisson adaptée aux conditions du microclimat local est une des clés de réussite pour une exploitation piscicole. Dans les étangs du Nord Kivu, nous avons identifié, en monoculture ou en polyculture, plusieurs espèces de tilapia. Si ces espèces donnent des bons rendements dans des conditions optimales d'élevage, c'est-à-dire entre 25 et 30 degrés Celsius, leurs performances de croissance et de reproduction peuvent être réduites avec les basses températures pouvant régner au Nord Kivu. En milieu naturel, on trouve ces deux espèces dans des eaux dont la température varie entre 20 et 30 degrés. Il est donc permis de penser qu'une adaptation pourrait permettre à certains individus ou certaines souches d'être performants en haute altitude. Aujourd'hui, il n'existe encore aucune étude de sélection génétique de souches de tilapia qui pourrait confirmer cette hypothèse en conditions contrôlées d'élevage. C'est pourquoi le Seforda a lancé une opération de collecte des diverses populations locales de tilapia du Nil dans des piscicultures extensives d'étangs, et cela à différents niveaux d'altitude. À 2200 mètres, les techniciens ont capturé le tilapia boutoué. À 1750 mètres, le tilapia Butembo. À 1400 mètres, le tilapia Kalunguta. Et à 1000 mètres, le tilapia Mbao. L'équipe a ensuite pêché des tilapias sauvages dans le lac Édouard. Et enfin, des populations allochtones issues de pisciculture semi-intensive ont été importées d'Ouganda et de Belgique. Après avoir établi la variabilité génétique de chaque population,
le CEFORDA a démarré le programme d'amélioration de la croissance et de la reproduction. Pour chaque population de tilapia, 150 à 250 géniteurs ou juvéniles ont été transférés à la station en vue de sa production. Et ce, dans les mêmes conditions d'étang des alevins considérés comme la génération de base, la génération F0. La vitesse de croissance des alevins est contrôlée mensuellement dans 2 étangs de 300 individus chacun. Avant de démarrer un programme de sélection génétique, il était nécessaire de faire une caractérisation génotypique de chaque souche permettant d'établir le degré de variabilité génétique. Pour chaque population, nous avons étudié 2 indices, à savoir le taux de polymorphisme correspondant au nombre de locus polymorphes des protéines enzymatiques et le taux d'hétérozygosie. Que ce soit pour les populations domestiques ou pour celles issues du lac Édouard, les résultats obtenus indiquent un degré de variabilité génétique normal. Cette variabilité est comparable à celle observée pour des sous-espèces de tilapia génétiquement bien différenciées avec un taux de polymorphisme et d'hétérozygosie ne pouvant pas interférer avec les résultats de la sélection génétique. Dès lors, le programme de sélection génétique a démarré au cours du stade juvénile par la comparaison des performances de croissance pour les alevins de la génération F0. Pour chaque souche, une uniformisation de taille est d'abord réalisée au niveau médian de la courbe de Gauss. Les trop petits ainsi que les trop grands individus sont rejetés. Puis, la vitesse de croissance des alevins est contrôlée mensuellement dans les mêmes conditions en étang pour toutes les souches. Après 4 mois, tous les poissons sont pesés en vue d'une présélection. Les individus les plus lourds forment une sous-population présumée performante. Ceux de poids moyen forment un groupe contrôle et les plus petits individus sont exclus de l'expérimentation. La comparaison de la vitesse de croissance se poursuit dès lors avec ces 2 sous-populations par souche. Elles sont maintenues dans un même étang cloisonné pour qu'elles soient dans les mêmes conditions physico-chimiques. Une seconde présélection est réalisée entre 6 et 8 mois lorsque les poissons atteignent la première maturité sexuelle. Les géniteurs F0 de chaque sous-population sont observés dans les mêmes conditions d'étang jusqu'à la production de la première génération d'alevins F1. Ainsi, le gain génétique peut être calculé en comparant la vitesse de croissance des alevins F0 et F1 au sein d'une même souche et entre les 2 sous-populations. Le même schéma d'évaluation de la vitesse de croissance et des performances de reproduction est appliqué jusqu'à la production des alevins de la génération F2. Une évaluation globale du gain des performances de croissance des alevins F2 sera faite à différents niveaux de densité de stockage proches de ceux utilisés dans le système de production semi-intensif. Dans cette évaluation d'optimisation de la production des tilapias, nous intégrerons 2 souches de la carpe commune Cyprinus carpio, à savoir la carpe royale et la carpe miroir. Cette espèce est connue plus tolérante aux faibles températures que le tilapia. Des alevins de ces 2 souches de carpe ont été importés de la station de Kajansi en Ouganda et des géniteurs sont actuellement élevés à la station CEFORDA en vue de leur reproduction en bassin hors sol dès la fin de l'année 2008. Le programme de sélection génétique entrepris par le CEFORDA permettra de faire un choix efficace vers une souche de tilapia ou de carpe commune ayant un meilleur rendement piscicole, comparativement aux populations de tilapia utilisées actuellement par les pisciculteurs du Nord Kivu. En plus de cette amélioration du potentiel de production d'une espèce, il est nécessaire de maîtriser ses processus de reproduction. Il est utile de rappeler que dans des mauvaises conditions d'élevage, telles une température trop basse ou une mauvaise alimentation,
Le tilapia manifeste un comportement reproducteur particulier. Sa maturité sexuelle devient précoce et se situe alors entre 4 et 6 mois. Il n'a pas encore atteint le niveau optimum de développement morphoproductif. Avec cette maturité sexuelle précoce, une grande partie de l'énergie ingérée sert à couvrir les besoins d'une prolificité élevée au détriment de la croissance. Ce comportement reproducteur entraîne en définitive une réduction significative du nombre de poissons commercialisables de bonne qualité. Pour minimiser l'effet de la prolifération anarchique d'alevins, l'élevage en étang du tilapia est souvent associé avec une espèce de poisson à tendance carnivore, comme le poisson-chat africain. Le Seforda a importé des juvéniles de cette espèce de la station de Kajansi en Ouganda. Un premier résultat intéressant montre que la capacité de croissance de ce poisson est moins affectée par les conditions de haute altitude, ce qui lui permet d'atteindre sa taille commercialisable de 350 à 500 grammes dans l'année. Malheureusement, le poisson-chat africain ne se reproduit pas spontanément en étang. Les bassins hors sol, en circuit fermé, permettent aux Seforda de réaliser la stimulation des processus de reproduction et de procéder à la fertilisation artificielle par le stripping des femelles afin d'obtenir les œufs. Un mâle doit être sacrifié afin de prélever sa semence, car la libération de la semence n'est pas réalisable mécaniquement. Les œufs fécondés sont ensuite incubés sur des clés disposées dans des bassins en béton ou dans une écloserie constituée par des bouteilles de zoug. Ces équipements permettent la production d'alevins pouvant être transférés en étang entre 1 et 2 mois. Le parcours des différents stades d'exécution du projet Seforda montre que la création de la station piscicole rassemble progressivement des outils technologiques diversifiés. Ceux-ci peuvent servir efficacement pour la formation des cadres techniques locaux, mais aussi comme plateforme d'innovation du système piscicole paysan au Nord Kivu.